Alors, mesdames, messieurs, bonsoir, chers amis Vélivoles, bonsoir, merci de participer à ce webinaire organisé par la Commission Parcs nationaux et qui fait suite à la publication du nouvel arrêté du Parc national de la Vanoise en date du 10 juillet 2026. Je vais laisser la parole à Robert Pratt pour commencer et puis aussi à Carlo Dissou. Oui, donc on va faire une description générale sur les principes, je dirais, techniques de cet arrêté au niveau du survol. Principes de base que vous avez dû voir, mais on va essayer de les préciser. Euh, c'est que ça consiste en couloir. Il y a en gros un couloir qui suit la vallée de la Maurienne sur la face nord de la vallée de la Maurienne, côté nord de la vallée, et qui permet en gros une circulation euh, est-ouest, ouest-est. Et puis un second couloir qui est pour nous d'ailleurs le plus important, c'est ce qu'a dit Hélène au début, qui est un couloir, enfin deux couloirs, mais en fait qui correspondent à un seul axe, sud-nord, nord-sud, pour faire la liaison avec la vallée d'Aoste, en gros entre la vallée de la Maurienne et la vallée d'Aoste. Alors le principe des couloirs, c'est ça très important à comprendre, c'est qu'il y a des restrictions. Alors il y a deux restrictions. Il y a un plancher qui est à 3400 mètres d'altitude par rapport à la mer. Et il faut organiser et gérer notre vol pour rester au-dessus de ce plancher. Donc, je reviens. Voici les couloirs et les zones de montée. Alors, pour l'instant, on parle des couloirs. Pour l'anglais, ce sont les corridors. Ces corridors ont des limites latérales, bien sûr, et un plancher. Il n'y a pas de limite supérieure parce que ça, ce n'est pas le problème du parc. Le plancher, par simplification, est toujours à 3400 mètres. Euh, et euh, à partir du moment où on ne peut pas respecter ce plancher, on a la possibilité de dégager par le côté sud, c'est-à-dire par la vallée, ce qui est représenté symboliquement par les flèches rouges pointillées. Alors, c'est un principe général, c'est-à-dire il ne faut surtout pas croire qu'on ne peut dégager qu'en suivant les flèches rouges, hein. On peut dégager tout le long du corridor vers la vallée à partir du moment où on en a la nécessité, hein. Euh, L'autre contrainte très importante et qui est représentée par ces symboles avec des croix, c'est qu'il y a, entre guillemets, interdiction de spiraler ou de faire des allers-retours dans le couloir pour reprendre de la hauteur. Dans le texte de l'arrêté, il parle je crois que c'est écrit interdiction de prise d'ascendance, quelque chose d'équivalent. En fait, on sait que c'est un bon cheminement sur le plan des ascendances, de pente et thermique, thermodynamique. Et bien entendu, pendant le cheminement dans les couloirs, il n'est pas interdit de se laisser monter en adaptant la vitesse comme on le fait en suivant une rue de nuages ou un bon cheminement. Mais ce qui est interdit, c'est la spirale ou des petits allers-retours pour prendre de la hauteur. Ils ne veulent pas que les planeurs s'éternisent dans le couloir. Voilà, c'est simplement le couloir, c'est un passage. Et si on ne peut pas le suivre en respectant, on dégage côté vallée. D'une manière générale, le parc national, enfin pratiquement tous les parcs nationaux, la règle de base, c'est 1 000 mètres minimum par au-dessus du sol, hein.
Et là, c'est une dérogation à travers cet arrêté qui nous permet, à certains endroits, à certaines dates, de voler en dessous de 1000 mètres. Hein. Donc, voilà, c'est tout l'intérêt de ces couloirs. Donc, le couloir le plus long, c'est C3 qui fait environ 12-15 km à peu près de long. Et puis, on a les deux C1 et C2, les plus petits qui sont au nord. Mais entre-temps, on a des zones en vert foncé qui s'appellent P1, non, pardon, P1 a disparu, c'est l'habitude, P2, P2, euh, P3 et P4, petite zone extrême au nord. Ce sont les zones où justement on peut spiraler et évoluer pour prendre de l'altitude, des ascendances, que ce soit en ligne droite, en S, ce que vous voulez, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et ces zones de montée n'ont pas de limite basse. Ça, c'est très important, c'est-à-dire à la limite, c'est le sol. Attention, il ne faut pas exagérer, parce que si on a des planeurs qui évoluent vraiment, qui insistent en évolution très près du sol, on risque quand même d'avoir des remises en cause. Euh, et puis, bon, on n'a pas d'intérêt particulier dans la zone de montée à être près du sol, mais peut-être juste pour prendre le début d'une ascendance et aussitôt on monte. Voilà. Donc, le principe général, euh, on rejoint la zone de montée, on prend une altitude la plus importante possible pour être certain de pouvoir parcourir le couloir au-dessus des 3400 mètres. Si pendant le parcours, on s'aperçoit qu'on s'approche des 3400 mètres et puis qu'il n'y a pas de zone de montée qui va nous permettre de cheminer, on dégage côté vallée. Et il n'y a pas de sanction parce qu'en fait, vous voyez, entre la zone verte claire et la bordure du parc qui est en bleu, là, normalement, on est dans la règle des 1000 mètres. Hein. Alors, dans certains secteurs où il y a des grands creux, on peut se trouver à plus de 1000 mètres, mais c'est un peu le hasard. Mais n'importe comment, on peut dégager directement, euh, mais on ne doit pas spiraler en dessous de 1000 mètres sol dans cette zone entre le couloir et la limite. Ça, c'est très, très important. J'ai une question de Fred Abel qui dit, en cas de dégagement d'un couloir vers le sud, doit-on respecter un plancher de 3400 mètres pendant la sortie du parc? Non, Ben non. non, 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 c'est du dégagement. Hein. Bon, mais comme c'est assez court, c'est de l'ordre au maximum de 2 km. Si on part, normalement, si on dégage parce qu'on s'aperçoit qu'on ne respecte pas ou qu'on va bientôt mordre les 3400 mètres, on va peut-être se retrouver à la sortie, on va peut-être perdre 200 mètres. C'est déjà beaucoup pour faire 2 km. Hein. Voilà, même s'il y a des descendances. Ouais. C'est pas un problème. Euh, euh, Quelque chose de très important, c'est le principe général au niveau je dirais des règles de l'air et des règles du bon pilote et du commandant de bord. Un commandant de bord est toujours responsable de la conduite de son vol. Et non seulement il est responsable, mais c'est le commandant de bord qui, en dernier ressort, décide de la meilleure conduite à tenir, particulièrement s'il se trouve dans une situation difficile, délicate. Hein. C'est-à-dire que le commandant de bord, à ce moment-là, peut déroger, c'est écrit dans les règles de base, à la réglementation s'il estime nécessaire pour sa sécurité. Et on discute après. On assure la sécurité du vol et on assure après. On va y revenir un peu plus loin sur ce sujet parce qu'éventuellement, bah, après, il faudra peut-être se justifier. On va voir, il y a un secteur particulier qui répond à cette question. Voilà.
Donc, règle de base, on assure notre sécurité, on dégage si c'est nécessaire et on ne se pose pas de questions sur la hauteur en dégageant. Le but, c'est de dégager et d'être en sécurité. Sur ces couloirs, alors P2, bah, il y a des limites qui sont définies. C'est là, si on vient du sud, on risque de prendre en priorité par P2, de monter dans P2. Alors, il y a un petit problème qui se pose, c'est qu'ils ont défi- rétréci la partie sud de P2, vous voyez, entre le trait bleu et la zone verte. Ce qui fait que dans cette zone, on va appeler ça un no man's land, euh, on peut se trouver, on est soumis à la règle des 1000 mètres, en théorie et purement réglementairement. Euh, et donc, il y a quelque chose qui cloche un peu, si on est un peu bas. Et donc, on vient de signaler ce problème au parc national et ça va être réétudié. Mais en attendant, sur le plan purement réglementaire, on est soumis à l'arrêté tel qu'il est. Simplement, on nous a dit que dans l'immédiat, il y aurait une certaine clémence des gardes par rapport à cette bande qui est un passage un petit peu délicat. Si on est un peu bas pour arriver dans P2, il ne faudra pas en abuser. Mais on va très vite, on a déjà d'ailleurs posé la question, relancer la discussion par rapport à cette bande-là. Voilà. Qui est pour aborder P2 par le sud. Voilà. Euh, Ensuite, quand on a parcouru le couloir C3, on peut rejoindre une autre zone de montée, P3, qui, elle, n'a pas cet inconvénient, je dirais qu'elle est normale, puisqu'elle est tangente avec la limite du parc. C'est-à-dire que si on veut rejoindre, quand on vient du sud, carrément des crêtes qui sont plein sud de la vallée de la Maurienne, si on veut, on peut aller directement à P3 sans passer par C3. Et on peut accrocher relativement bas, c'est-à-dire peut-être à 2500 mètres, hein. On n'est pas très super à l'aise, mais réglementairement, on peut se trouver à attaquer P3 par sa bordure sud sans être en infraction. Bon, et donc c'est la zone de montée, ben, pareil, en aller-retour, en spirale, ce que vous voulez pour monter. Voilà. Et on a le petit couloir C2. Alors, ce qui est gênant, c'est que sur leur dessin, ils ont mis un gros plâtras qui cache un peu le couloir, hein. Bon, le couloir, normalement, la base, la règle, c'est 1 kilomètre de large. Euh, voilà, il est très court. Ensuite, si on va de P3 vers le nord, on traverse C2 et on sort un peu du parc. Vous voyez, il y a une trouée. C'est le secteur du col de l'Iseran et surtout, il y a dans cette trouée, il y a le signal de l'Iseran qui normalement permet de remonter si nécessaire sans être dans le parc et sans être soumis à la règle des 1000 mètres. Donc, et puis si on est assez haut, on peut passer directement de C2 à C1 pour ensuite arriver à la crête frontière qui permet de ensuite sauter vers le Val d'Aoste. Éventuellement, ça c'est bien qu'ils aient mis cette petite zone P4 sur la face sud de la frontière qui permet de reprendre un peu de marge et là de spiraler avant de s'engager en Italie si on est un peu juste au niveau de la crête, hein. Ça permet de passer plus confortablement. Voici donc le trajet en gros de sud-ouest vers le nord. Euh, on continue, on va prendre l'éventualité d'un retour cette fois-ci par le nord. Bon, bah, c'est la réciproque.
Venant donc de l'Italie, bah, il faut prendre suffisamment pour pouvoir passer vers le col, vers la pointe, ce qui s'appelle la pointe de Calabre. Euh, et au besoin, on a encore donc cette possibilité dans P4 de compléter notre altitude pour transiter l'océan, se retrouver dans la trouée en dehors du parc vers le signal de l'Iseran, enfin signal de l'Iseran plus exactement, remonter, faire le petit morceau vers C2, avoir P3 qui normalement est très bien exposé par rapport aux brises. Là, bah, en fonction, soit on passe directement, on traverse la vallée, et, on va prendre les crêtes au sud, ou bien on peut aussi reprendre C3 et rejoindre ensuite P2. Alors, une particularité, c'est qu'en C1, si par exemple on passe en revenant du nord, en revenant d'Italie, si on passe vers le col de Calabre, qui est vers P4, et qu'on n'a pas pu remonter pour des raisons différentes, vous voyez, elle n'est pas très facile à voir, mais il y a une flèche rouge qui part en diagonale et qui permet de sortir du parc et de se trouver enfin, de dégager vers Val d'Isère et la vallée de la Tarentaise. Et ils admettent, c'est prévu d'ailleurs dans l'arrêté d'ailleurs, je crois, que on peut dégager comme ça, n'importe comment, même si cette flèche n'existait pas. euh, il y a ce que je vous ai dit au niveau des- des pouvoirs du commandant de bord. Si on n'a pas l'altitude pour continuer, ben on dégage, hein. Et donc, ben, on mordrait dans la zone avec les 1000 mètres. Mais donc, il est prévu qu'il n'y ait pas de sanctions dans un tel cas. Donc, c'est pour donner, je dirais déjà, moralement, pour libérer un petit peu, pas se dire, oh là là, je vais être en infraction si je dégage. N'importe comment, on dégage. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a une J'avais une question? question là. Alors, c'était par rapport, serait-il possible de montrer un peu plus de terrain vers le nord? Mais là, je pense pas dans l'arrêté. C'est en limite, là, sur la carte que Ouais. l'on a. Pour voir enfin, comment le nord joue avec la bordure ouest de la zone d'exclusion du Grand Paradis. Ah, ça passe très près, hein. Oui. On passe très près de la limite du Grand Paradis, malheureusement. Donc, dans les négociations, on s'est battu par rapport à ça, hein, mais ils nous ont repoussé vers l'est, vers le Grand Paradis, alors que nous, on voulait passer plus à l'ouest, hein. Euh, voilà. Et voilà. Et c'est à cause des zones que vous voyez en orange, en fait, parc naturel, la Grande Sassière, et puis je sais plus Les deux d'autres. réserves. Voilà, il y a deux réserves, et deux réserves avec les 1000 mètres, et ce sont les gardes, il faut le savoir, ce sont les gardes du parc national de la Vanoise qui ont la responsabilité aussi de la surveillance de ces secteurs-là. Donc pour nous, c'est quasiment comme si c'était le parc, la même chose. Voilà. Donc on pensait qu'on pourrait passer là, non. Donc ils nous ont poussé à l'extrême bordure est. Voilà. C'était pas du tout dans notre goût, mais on a été contraints Ben, de le parce faire. que de toute façon, ils n'ont pas la main sur ces deux réserves, donc ils ne peuvent pas faire quelque négociation que ce soit. Donc je pense que c'est déjà la première raison. Et donc voilà, donc il faut oublier les deux réserves qui sont en orange rayé. Voilà. Et au passage, on l'avait même demandé, ça c'est quand même pour l'historique, c'est intéressant à savoir, on avait demandé qu'il y ait une négociation avec pour le parc du Grand Paradis pour qu'au moins sur la bordure, ils nous accordent une tolérance si on mordait dans le bord du Grand Paradis qui s'avance un peu dans la vallée au nord. Voilà. Mais pour l'instant, ça n'a pas été possible. On peut toujours espérer peut-être dans un an, avec des discussions, obtenir quelque chose, mais dans l'immédiat, on ne peut rien faire. Euh,
J'ai cette question. Est-ce que le couloir Oui, existe alors toutefois? justement, ouais, ouais. Alors, entre autres, on a un spécialiste, j'ai parlé là tout seul, il y a Carl Odissou, qui connaît bien le secteur, et particulièrement, il a essayé de négocier, de trouver des arguments par rapport à l'ancien CTP1 qui a été supprimé et qui était le passage par le col d'Ossois. Voilà. Karl, je te laisse la parole. Je voudrais d'abord euh, dire quelques points là, sur la nécessité d'avoir un aménagement dans la Vanoise. D'une part, ben, c'est venu une nécessité à partir du moment où le Grand Paradis a, a rehaussé ses restrictions de vol à 4500 mètres. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait plus de possibilité de passer par le Grand Paradis comme on faisait dans le temps, c'est-à-dire par le col du Carreau. Et donc, naturellement, les gens ont franchi la Vanoise pour pouvoir, en bricolant, accéder au Val d'Aoste. Et c'est à partir de là quand on a eu une vague de verbalisation, notamment à l'été 2024. Jusqu'à présent, on bricolait et on n'avait pas de problème. Et on faisait comme ça jusqu'à l'été 2024. Quand on a commencé les négociations, alors effectivement, on avait, euh, on avait défini, entre guillemets, une lettre au Père Noël qui consistait à relier le secteur P2 à Val-Grisanche. Val-Grisanche qui est la vallée la plus à l'ouest qu'on peut utiliser et qui n'est pas dans le secteur du Grand Paradis. Et ça faisait naturellement passer par les bordures est des réserves de la Grande Sassière et de la Bayeux-Taze. D'entrée de jeu, dès le début des négociations, ça a été un rouge, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas toucher à ces réserves, même si elles ont la même direction que la Vanoise, elles sont gérées par la même direction, elles ont un statut particulier et on n'y touche pas. Donc à partir de là, on pouvait pas obtenir de couloir qui soit sur la bordure est de la Grande Sassière et de la Bayeux-Taze. Du coup, il a fallu proposer autre chose. Deuxième point, on s'est dit, euh, il y a des infrastructures qui passent dans tous les parcs. Il y a des cols routiers, il y a ce genre de choses qui génèrent de la nuisance sonore. Et on s'est dit naturellement, ben, pourquoi pas superposer un couloir à la verticale du col. C'était la poursuite de notre demande. Donc, naturellement, on a demandé un couloir vertical, le col de l'Isran, qui permettait, euh, a priori à bon escient, de décompartimenter la partie Val d'Isère de la partie maurienne. Le problème, c'est que euh, sur la partie sud du col de l'Isran, sur la partie sud-ouest même, il y a des falaises avec des sites de mise bas, de nidification, de sauvegarde particuliers de certaines espèces. Donc, on ne pouvait pas toucher non plus au col de l'Isran. À partir de là, on a été également obligé d'éviter ce col. C'est pour ça que ces trois passent par le sud du col de l'Isran et pas par la verticale. Ça aurait été relativement naturel de le faire passer vertical le col de l'Isran. Et dernier point, alors on a une petite pointe quand vous regardez C3, la partie milieu de C3, il y a une pointe qui est toute seule. C'est la pointe de Don Jean Maurice qui est toute seule. Et là, il y a une ZSM. Donc, comme il y a une ZSM, ils nous ont demandé d'éviter. C'est la raison pour laquelle il y a un petit crochet à cet endroit-là. Donc, que le couloir n'est pas tout à fait rectiligne et ne suit pas toute la ligne de crête. Donc voilà, si vous mettez toutes les contraintes mis bout à bout, ça fait quelque chose à la fin. euh, on arrive au principe de traverser de la Vanoise du sud vers le nord et du nord vers le sud
qui permet d'accéder à, Val d'Aoste, pas tout à fait à l'endroit où on souhaitait, parce que pour le coup, Hélène, si tu peux descendre, tu as une vue, je crois, plus détaillée de C1, P4, non, dans l'arrêté, il me semble. Ce qui pourra expliquer éventuellement l'arrivée. Voilà. Alors, c'est très bien cette vue-là, parce que, donc là, vous voyez le détail de C1 et P4. Si on avait obtenu le couloir qui permettait d'accéder directement à Val-Grisanche, on aurait eu la même largeur de C1, mais sur la bordure est de Bailleutaz et Grande-Sassière. Et là, on était pile poil en face de Val-Grisanche et on pouvait continuer le vol comme ça. Donc le couloir, c'est la solution la moins contraignante pour la Vanoise et qui reste à voir avec ce nouvel arrêté, a priori acceptable, mais ça, il faut qu'on l'essaye. Dans la mesure où le C1 et P4 arrivent avec un espèce de trait là qui part en milieu de P4, côté nord. Ce trait-là, c'est le début du Grand Paradis. Voilà, donc là, on a la pointe sud-ouest du Grand Paradis. Donc ça veut dire que en réalité, si on voulait vraiment respecter la totalité des parcs côté français et côté italien, il faudrait qu'on passe par la partie ouest qui n'est pas euh, dans le Grand Paradis. Voilà. D'où ce qu'a dit Robert tout à l'heure sur la demande, notre demande, euh, par un point de contact que pour l'instant on n'a pas, d'assouplir la règle côté Grand Paradis pour qu'on puisse totalement utiliser la largeur du couloir pour pouvoir dégager côté italien. Lorsque vous avez dégagé côté italien par P4, on n'est donc effectivement pas face à Val-Grisanche et il faut faire les 2 kilomètres qui nous séparent. Donc ça veut dire que quand vous quittez C1 et P4 vers le nord, vous avez naturellement la Grande Sassère et Bailleutaz sur la gauche pendant 2 kilomètres. Et sur ces 2 kilomètres, vous longez, donc vous êtes dans cette partie qui est coincée entre le Grand Paradis et les deux réserves. Et après ces 2 kilomètres, vous pouvez breaker sur la gauche pour accéder à la ligne de crête de Val-Grisanche. Et à partir de là, le vol se poursuit normalement. Voilà, donc clairement, ce qu'on a montré dès le départ et c'est ce qui nous a été mis un petit peu, on a été mis devant le fait accompli, c'est que la bande au sud de P2 est théoriquement inaccessible directement par les planeurs, parce qu'elle a été tronquée pour différentes raisons. Donc là, c'est vraiment le point de négociation qui reste à conduire. La seule manière d'utiliser cet arrêté du sud vers le nord, c'est de rester côté est de la vallée de la Maurienne. Donc, classiquement, passer par Montcenis, la pointe de Ronce, faire le maximum d'altitude sur la pointe de Ronce et la ligne de crête qui est juste après, au sud de Bonneval, et passer par P3, qui est donc le petit secteur au nord de Bonneval, et ensuite C2 et C1. Donc, c'est déjà la distance à franchir à partir du moment où on est à Bonneval est beaucoup plus courte pour arriver jusqu'à l'Italie. En revanche, du nord vers le sud, a priori, ça pose plus de problème parce qu'à partir du moment, d'une manière générale, quand on est à Val-Grisanche, au Val d'Aoste, on a quand même une altitude qui est bien plus importante que quand on arrive à l'aller du sud vers le nord. Et dans ce cas, il y a peu de problèmes pour enchaîner à la fois C1, C2, P3, et en fonction de l'option de notre visuel sur les ascendances et autres, soit l'option C3, P2, en restant en haut pour pouvoir respecter la limite d'altitude sur la partie sud de P2, soit prendre l'option, après P3, reprendre l'est de la vallée de la Maurienne, et ensuite retourner par Bardonecchia et la France.
Est-ce qu'il y a des choses à ajouter là-dessus? Je regarde. Bon, pour cette partie-là, je crois que il n'y a plus grand-chose à dire. Ce qu'on a cherché à voir d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue, enfin, s'agissant des négociations, c'est en premier lieu la sécurité, c'est-à-dire décompartimenter les différents secteurs, parce que la Vanoise, ça compartimente d'un côté la Tarentaise et de l'autre côté la Maurienne côté Est. Et à partir de là, eh ben, ça peut être un frein à la décision du pilote qui, comme l'a dit Robert, reste commandant de bord et pourrait prendre la mauvaise décision éventuellement. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de décompartimenter au maximum les deux secteurs pour, d'un point de vue principe de sécurité, entre d'un côté Val d'Isère Tarentaise et de l'autre Maurienne. Euh, et voilà. Si on peut revoir la vue d'ensemble, s'il te plaît, Hélène, de, de l'arrêté, de la carto, et je parlerai de D1 à la fin. Voilà. Donc, pour la partie sécurité, donc décompartimenter la partie tarentaise ou la partie maurienne. Si effectivement vous avez, bon, il peut arriver que cette zone bascule à l'orage généralement deuxième moitié de l'après-midi. Euh, il faut avoir, soit on prend la décision bien en amont du côté d'Aoste de passer par le petit Saint-Bernard et de faire la Tarentaise et éventuellement de dégager vers Saint-Jean-de-Maurienne ou voire Albertville, hein, euh, ou d'essayer de négocier une rentrée par le sud, par l'ouest et le sud de la Vanoise. Soit on a un visuel sur la fin de Val-Grisanche malgré les orages, et à partir de là, ben, il faut prendre la décision de l'option et pas comment dire, prendre la bonne option par rapport à la configuration des orages. Si on a un orage sur Val d'Isère, ben forcément, on cherchera à passer par C1, puis C2P3 et dégager sur la partie est de la Maurienne. Si à l'inverse, on a des orages qui prennent la vallée de la Maurienne, et ben de C1, il faudra dégager côté Val d'Isère et Tarentaise. On a un cas alternatif. Alors, on perd le secteur P1, c'est-à-dire le col d'Ossois. On va le garder cette vue parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc, grosso modo, ça veut dire que, admettons, on voit qu'il y a des orages sur la partie sud-sud-ouest de la Vanoise, euh, et même peut-être le grand sud côté Bardonecchia est pris par les orages. Euh, En fait, si on supprime purement et simplement P1, on n'a plus de solution pour avoir un local d'un aérodrome. À moins de faire encore un détour par Courchevel, Val Thorens, éventuellement Saint-Jean-de-Maurienne. En fait, on enlève une occasion d'être en local en étant, par exemple, en local de Solière. Donc, on peut encore utiliser, c'est pas le secteur P1, mais c'est un couloir qui s'appelle D1, qui passe par le col d'Ossois, qui est plus réduit. J'ai envie de dire, s'il y a nécessité, eh ben, prenez la place qui est nécessaire de prendre, parce que le but, c'est de passer. Et de là, vous allez passer D1, vous pouvez être en local de Solière. Si vous pouvez faire plus, évidemment, vous basculez via le col des Taches, Bardonecchia et ensuite la France. Mais si vous ne pouvez pas, au moins vous avez Solière et vous vous posez en sécurité là. Si jamais ça vous arrive, ce qui est demandé, donc déjà, le passage est dans le sens nord-sud, c'est marqué en déclarant moins de 48 heures après votre passage. Donc, ce qu'il faut, c'est produire des preuves qui sont relativement faciles à produire maintenant.
c'est grosso modo, c'est des photos satellites de rain radar, de pluie, d'orage, etc., correspondant à peu près à votre ordre de passage. Et si effectivement ça justifie le fait que bah, vous soyez cloisonné et que ça vous pousse à prendre D1, et ben voilà, c'est pas plus compliqué que de faire des impressions écran des différents sites météo qui permettent d'argumenter votre choix de passer par D1. Je Et une crois que question quelqu'un d'autre. importante, Karl. Oui. Excuse-moi de te couper. Et on me pose la question de savoir comment on prévient quand tu passes D1, comment tu communiques après auprès du parc? En disant, bah voilà, succinctement, par mail, euh, Monsieur Temps, immatriculation en planeur temps, est passé à telle heure, tel jour, dans D1, et avec les impressions écran et des différentes vues satellites, et ça doit pouvoir remplir le rôle, quoi. Hélène, on t'entend pas? Ton micro. J'en profite pour dire que l'arrêté a été traduit en anglais et en allemand pour permettre justement aux pilotes étrangers de pouvoir le lire. Et de la même manière, vous avez les informations sur les dessins dans les deux langues et que ça a été transmis à tous les clubs des Alpes ainsi que les plateformes Puy-Moisson, Sainte-Croix, Serres. Donc, vous pouvez déjà, s'il y a des pilotes étrangers qui entendent, récupérer ces informations par ce biais. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous le ferai passer, bien évidemment. Alors, bah, vous laisse, vous me dites ce que vous voulez expliquer. Je remets l'arrêté, voilà, depuis le début. Je- Jean-François, je te laisse la parole et Philippe aussi. Bon, sur les précisions, je dirais, de compréhension au niveau des survols, je ne vais pas entrer plus dans les détails puisque je suis un homme de la plaine et non pas de la montagne, mais simplement sur l'aspect réglementaire. Oui, pour répéter, alors je confirme, je viens de l'avoir sous les yeux effectivement, hein, l'arrêté planeur numéro 2026-54 réglementant le survol du cœur du parc national de la Vanoise a bien été publié. Je viens de le trouver aussi sur Internet le 15 juillet 2026, donc pour une entrée en application, je confirme Philippe, donc le 16 juillet. Voilà, donc ça s'applique depuis le 16 juillet, puisque nous sommes maintenant le 29. Toujours est-il, donc nul n'est censé ignorer la loi. Je disais, bah, les risques, c'est ceux qui évoquent l'arrêté lui-même, hein. C'est qu'en cas de constatation d'une infraction, bon, pour l'essentiel, c'est des contraventions quatrième ou cinquième classe, c'est-à-dire d'un niveau de sanction avec des amendes maximum prévues pouvant aller en quatrième classe jusqu'à 750 euros, voire en cinquième classe 1500 euros. Avec le risque en cas de récidive, c'est-à-dire première condamnation suivie d'une nouvelle infraction, de doublement des peines d'amende. Bon, ça c'est pour, je dirais, le côté répressif de l'arrêté, hein. Donc effectivement, le risque, c'est des peines d'amende, avec, je dirais, le côté, peut-être pour revenir un peu à ce que disait tout à l'heure, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le problème de la sécurité des vols. Moi, ça m'interpelle toujours. On peut quand même évoquer, à mon avis, en tout cas devant le juge, si ce n'est devant la direction du parc, ce serait d'évoquer parfois la situation de ce qu'on appelle de contrainte en matière pénale, c'est-à-dire l'équivalent de la force majeure, qui consiste à dire qu'il y a un événement extérieur, complètement extérieur au pilote, une dégradation météo soudaine, la formation d'un cumulonimbus qui pose un problème sur un axe de transit ou de passage, pour évoquer à travers cette force majeure l'exonération de toute responsabilité pénale.
Hein, ça peut se plaider. On imagine bien qu'on est, quand je parle de plaidoirie, devant un juge et non plus simplement devant l'administration du parc, qui peut aussi quand même entendre effectivement la situation de force majeure. C'est un peu dans ce sens-là d'ailleurs qu'ils viennent expliquer que j'avais noté que pour le couloir de dégagement du col d'Ossois, là qui est prévu, D1, c'est prévu à charge dans les 48 heures suivant le passage de d'expliquer pourquoi on est passé par là. On a dû passer par là. Donc on est dans l'idée de la contrainte, hein, qu'admet le parc dans ce cas-là, pour dire on a été obligé de passer par ce dégagement-là. Simplement, il faut dans les 48 heures suivantes l'expliquer. Et tout à l'heure, Karl Odissou expliquait très bien que c'est facile maintenant par des captures d'écran de justifier des conditions météo, d'une dégradation. Alors attention sur la force majeure, que tous les pilotes disent pas, bah, après tout, à chaque fois, je vais dire c'est force majeure, hein, contrainte météorologique éventuellement, et je suis obligé de passer par là. Attention un petit peu sur cet aspect-là, puisque c'est quand même la force majeure est définie comme quelque chose d'imprévisible. Alors, si les conditions météo de départ annonçaient un risque avec des tafs ou des métards qui viennent dire, enfin, surtout les tafs d'ailleurs prévisionnels, qui viennent annoncer des risques de formation orageuse, on va avoir du mal de dire que c'était imprévisible. Bon, surtout en montagne, on sait qu'il y a des sites qui sont quand même plus propices que d'autres à l'élévation des masses d'air et donc à la formation d'orages. Donc voilà, la force majeure, c'est vraiment la condition météo qui se dégraderait de façon un petit peu, enfin, complètement imprévue, hein, et puis qui permettrait de s'exonérer de sa responsabilité pénale. Or, ces cas-là, bah, effectivement, on est en matière contraventionnelle. La simple constatation par un agent assermenté, l'OFB ou un agent du parc, peu importe, commissionné pour cela, la simple constatation de l'infraction ferait que on est passible de contravention. Voilà. Bon, je renvoie, pour le reste, je renvoie à la lecture d'une note qui a déjà été publiée par la commission, hein, pour les survols des parcs nationaux. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être, je dirais, discutées soit au niveau de l'administration du parc, soit si c'est pas possible, ben, il faut aller devant le juge. Pourquoi pas? Excusez-moi, donc, il y a eu une question intéressante qui demandait s'il était possible d'aborder le secteur P2, vu qu'il était difficile à rejoindre par la bordure sud, par le côté ouest. Mais oui, bien sûr, c'est pas forcément très facile, mais en fait, sur 360 degrés, sur tout le tour. Mais bon, c'est fonction des obstacles, des limitations d'altitude, mais la bordure ouest, puisqu'il y a un creux dans la vallée, euh, on avait d'ailleurs eu une proposition dans ce sens, mais enfin bon, c'est pas force, ça dépend d'autres altitudes, mais vous pouvez directement le prendre par la bordure ouest, puisque sur la bordure ouest, la limite de P2 et la limite du parc sont confondues. Voilà. Donc ça permet de passer par là en fonction de votre hauteur. En attendant qu'on ait réussi à aménager cette bordure sud. Il y avait aussi une question sur l'altitude minimale à respecter dans le sens nord-sud entre Pralognan, le col de l'échelle Modane en venant de Suisse. Nord, oui, nord-sud, c'est juste. Karl. Alors, je vois pas exactement Je te où vois. est-ce qu'on se situe là. C'était dans le chat. Altitude mini à respecter dans le sens nord-sud entre Pralognan, pardon, le col de l'échelle Modane en venant de Suisse. Euh, alors, il faudrait que je revoie exactement Bah, s'ils ne sont pas dans les couloirs, où ce est-ce sont qu'on les est. règles générales. En fait, voilà, ce qu'on a dans l'arrêté à l'heure actuelle, c'est les couloirs qui sont présentés. Après, les autres solutions, on n'a pas d'autres solutions. Bah, le reste, Euh, Ben, voilà. c'est 1000 mètres, c'est soit 1000 mètres, pour ce qui est du pareil. parc, c'est Ok. soit 1000 mètres, soit les couloirs Ouais. dans le créneau des bonnes dates. Oui, Ça se résume à ça, hein. voilà. C'est clair. Dans tous les cas, bon, ben là, on va conclure hein, parce que l'heure tourne. On a essayé de répondre à pas mal de questions et d'aborder ben, ce sujet quand même très, très complexe, on va dire, et qui suscite aussi ben, de l'émotion d'une manière ou d'une autre.
Donc, cet arrêté expérimental, il est ce qu'il est, en tout cas en l'état actuel. Et ce qui est certain, c'est qu'il doit être respecté. Sinon, concernant la commission espace aérien, elle a fourni elle a travaillé sur un fichier OpenAir qu'elle a fourni. Et donc, dès demain, je vais le faire envoyer justement par le personnel fédéral pour que vous puissiez avoir, eh Je vais mettre bien, un GPS, les mettre sur le vos calculateur. GPS et vos calculateurs. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel en l'état actuel. Et puis, il me reste à remercier tous les pilotes qui ont participé à ce webinaire et évidemment toutes les personnes qui ont contribué, euh, quel que soit le niveau, à participer à on va dire, à ces négociations. Et donc, on va dire que ce n'est qu'un début. Voilà, il y a encore du chemin pour arriver à quelque chose, nous l'espérons, qui sera satisfaisant.